communication de ce matin s'inscrit en bonne partie dans ce que nous avons entendu l'après-midi. Il s'est question de fétichisme de certaines parties du corps. Il serait également question de pulsions scopiques, comme on a entendu au tout début de l'après-midi, de vêtements, de dandysme, de masques, de mascarades, de jupes relevées, mais il sera peu question du sourire de la Joconde. Donc il faudra souvent imaginer ce sourire-là sur les têtes de Montesquieu et de la Castiglione. La démarche de la comtesse de Castiglione et celle du comte de Montesquieu relèvent d'un rapport à la figuration de soi, essentiellement par la peinture et la photographie. Je m'intéresserai surtout à la photographie, qui a de quoi nous étonner encore aujourd'hui à l'ère de la prolifération de subjectivités inventées sur les réseaux sociaux ou les blogs personnels. Les deux aristocrates qui appartiennent à l'époque du Second Empire et de la Troisième République témoignent d'un sens de la théâtralité, les amenant à construire des images et des masques de soi dans le sens de personae, les uns plus spectaculaires que les autres. Chez la Castiglione, s'étant livré à d'innombrables séances chez le photographe dans l'atelier Meyer et Pierson, de même que chez l'esthète Montesquieu, son fervent admirateur, le souci du corps, de certaines parties du corps et de leur représentation picturale, paraît particulièrement important. Dans les deux cas de figure, si la Dame de cœur, c'est le titre d'un des portraits que je vous montrerai un peu plus tard, donc si la Dame de cœur est le modèle ayant servi à imaginer les personnages de Des Esseintes et du baron Charlus, tous deux soucieux de créer des images en sérialité, ne règlent pas les détails techniques de la prise de vue, ni n'appuient sur le déclencheur de l'appareil photographique. Ils signent responsables de la chorégraphie, souvent d'ailleurs singulière, de la mise en scène de leur corps. Ce souci du corps théâtralisé et par moments fragmenté rappelle sa valeur de memento mori que le médium photographique permet de fixer, d'arracher à la chaîne événementielle d'une temporalité qui renvoie à la finitude de l'existence humaine. Support matériel, rappel de l'immanence de l'enveloppe charnelle, le corps féminin et masculin font office d'écran de projection. C'est dans un permanent jeu des apparences qu'évoluent les corps des acteurs mondains, pris non seulement dans le miroir social de leur époque, mais aussi dans le fantasme d'une subjectivité grandiose. Le corps médiatisé, décliné dans une riche variation de poses, de postures et de visions fragmentaires, s'avère le lieu, ce sera l'objectif principal de mes réflexions, où se déroule, comme sur une scène de théâtre, le processus d'invention de soi propre à la modernité. C'est le lieu où l'être et le paraître s'imbriquent, au risque même de se confondre. Donc je conçois le tout comme une mise en scène de soi en deux actes. Donc acte 1, entrons en scène avec quelques tableaux vivants, style 19e siècle de la Castiglione. Lorsque Roland Barthes note dans La Chambre claire l'idée qui sera au cœur de mes réflexions sur les corps photographiés en série de la Castiglione et de Montesquieu, je cite, « Ce qui fonde la nature de la photographie, c'est la pose », fin de citation. Il circonscrit une différence essentielle entre le médium photographique et celui cinématographique. C'est le memento mori de la pose, évoqué en introduction, l'immobilité donc qui s'oppose aux images en mouvement, qui sera ici thématisée. En 1862, dans l'art de la photographie, Eugène Disdéry avait déjà insisté sur l'importance et la gestion de la pose du modèle à portraiturer dans l'atelier du photographe. Conscient des problèmes liés à l'artifice de la prise de vue en atelier, le spécialiste du portrait explique qu'il convient, je cite, de choisir le mode de représentation approprié au modèle, plutôt que de reproduire avec une justesse mathématique les proportions et les formes. Une fois réglées les considérations sur les lois optiques inhérentes au médium, Disdéry souligne que le choix de la pose est extrêmement important au point de vue de la ressemblance. Il affirme un peu plus loin,
L'artiste a surtout besoin de bien connaître son modèle et d'avoir une idée bien nette du caractère du personnage qu'il va mettre en scène. Fin de citation. Venue d'Italie à Paris en 1855 en compagnie de son époux François Verasis, comte de Castiglione, la jeune Virginia Oldoini a pour mission de convaincre Napoléon III de la nécessité de l'unité italienne. Elle semble avoir pris au pied de la lettre l'incitation de ministre Cavour qui lui dit, je cite, « Réussissez, ma cousine, par les moyens qu'il vous plaira, mais réussissez. » Fin de citation. Donc elle réussit en séduisant l'empereur et elle réussit également en devenant sa dame de cœur. De 1856 à 1857, la comtesse se retrouve au sommet de la gloire mondaine avant de tomber rapidement en disgrâce. Admirée, redoutée ou rejetée, la Florentine fascine la société de Second Empire par son éblouissante beauté, certes, mais surtout par le côté extravagant de ses nombreuses mises en théâtre de soi. Elle fait des apparitions remarquées à la cour et dans les salons, lors des fêtes et des bals masqués. Et pour les immortaliser, elle imagine des scènes de pose chez le photographe que je situerai dans un entre-deux générique, soit entre le portrait traditionnel d'une dame de cour et l'autoportrait, il faut imaginer le auto entre parenthèses, et l'autoportrait photographique moderne à travers lequel le sujet féminin se donne à voir au fil des années, de la tête aux pieds, d'où le titre de ma communication, en passant par les épaules, et le tout étant en métamorphose irréversible. Le corps chorégraphié dans le confinement de l'atelier du photographe est un corps tantôt drapé par de splendides toilettes, tantôt dédoublé dans des scènes factices de la comtesse avec son fils Giorgio, imaginé en page ou comme double de soi en miniature. Ce sont les deux images de gauche et de droite. C'est un corps ausculté, mis en abîme devant l'objectif de la caméra, qui agit comme un dispositif réflexif dont la Castiglione redouble souvent les effets par des miroirs et des cadres avant de se retrouver face à l'ultime abîme, la disparition préfigurée dans cette image-ci. Aller chez le photographe devient une pratique de plus en plus commune sous le Second Empire. La comtesse n'était pas la seule grande dame qui se laissait tenter par l'exhibitionnisme auquel on pouvait s'adonner pendant les séances de pose chez le photographe. À la cour de Napoléon III, il était en effet fréquent de se laisser photographier pour ensuite diffuser son image sous forme de cartes postales, comme ici, de cartes de visite, de cartes cabinet, de cartes mosaïques ou encore dans la presse illustrée, comme le note Michel Friseau dans son Histoire de la photographie. Pour la Castiglione, les prises de vue sont l'occasion de démultiplier son image en autant de portraits et d'autoportraits qu'il s'agit donc de penser définitivement en autoportrait avec des parenthèses. Cette compréhension rend compte de l'ambivalence inhérente aux photographies de la comtesse, sans agir elle-même en photographe, mais loin de vouloir se contenter du rôle de modèle ou de seulement imaginer les scènes dans l'atelier, elle guide systématiquement la prise de vue effectuée par son complice Pierre-Louis Pierson et intervient même sur le négatif avant le tirage final. La durée du projet photographique entre Pierson et la Castiglione a suscité divers commentaires de la part des historiens de l'art et de la photographie. Le comportement compulsif amenant la comtesse à produire quantité d'images de soi a été qualifié tour à tour de narcissique ou exhibitionniste, de fétichiste ou névrotique. Donc je renvoie aux études de Abigail Solomon Godot, Elizabeth Bronfen et de Michel Friseau. Pendant 40 ans, celle qui au sommet de sa gloire avait été surnommée Vénus immortelle par Gaston Jolivet se rend régulièrement dans l'atelier de Pierson et continue surtout de le faire alors qu'elle vit écartée de la cour et des salons mondains.
Il en ressort plus de 400 clichés qui témoignent d'un sujet féminin aux prises avec le désir d'échapper au réel, à l'éphémère, pour littéralement s'inventer comme icône. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs la première édition de l'histoire de la photographie où Michel Friseau avait justement choisi une image de la Castiglione pour image emblématique du regard, de la vision. L'ensemble de ces autoportraits donc, révèle des prises de vue conventionnelles, dignes d'une femme du monde en représentation, des photographies donc qui s'inspirent de l'iconographie caractéristique de la peinture contemporaine comme celle-ci. D'autres se rapprochent de mises en scène narratives, comme c'est le cas de la réincarnation de la Castiglione en Médée. Les yeux remplis de colère, poignard dans la main droite, la nouvelle Médée semble prête à attaquer son mari en camp à Turin pour l'avoir menacé de lui retirer leur fils Giorgio. Que s'est-il passé? Le 9 février 1863, la Castiglione s'était présentée en reine d'Étrurie à un bal costumé au château des Tuileries. Prise le lendemain du bal, puis rehaussée à la gouache, comme c'était souvent le cas, cette photographie la montre dans une magnifique robe rouge, contrastant avec un péplum de velours noir qui laisse apparaître nu son bras gauche jusqu'à l'épaule. La reine d'Étrurie aux longs cheveux blonds dénoués qui tombent dans son dos, couverte de bijoux et pieds nus dans des sandales noires aux lacets rouges. Et c'est justement la nudité de certaines parties supérieures et inférieures du corps féminin, soit le bras, l'épaule et les pieds, qui a provoqué le scandale. Certaines mauvaises langues allaient jusqu'à prétendre que la comtesse s'était montrée quasiment nue au bal. Je vous mets ensemble les deux images. Faisant écho visuellement à la reine d'Étrurie, la vengeance, ainsi l'indique la légende de cette photographie, que compte exercer la Castiglione à travers la réincarnation d'une figure mythologique est double. Elle s'adresse d'abord à son époux, visiblement blessé dans son amour-propre. Je cite l'époux: « Je voudrais m'éviter la position de mari de la belle comtesse qui équivaut à celle de Georges Dandin. » Fin de citation. Puis la Castiglione met en garde tous ceux qui l'attendaient au tournant pour médire à son sujet, notamment en ce qui concernait ses tenues vestimentaires et son rapport au corps jugé inconvenant. Une troisième catégorie d'images, réalisée plus tard dans la vie de la Castiglione, frappe le spectateur par leur aspect audacieux. La comtesse dépasse ici largement le cadre des pratiques photographiques d'autoreprésentation propres à une personne de son rang et de son âge. À côté de celles qui se déguisent et se masquent, se voilent et se dévoilent sous le regard du photographe, et par le biais de l'écriture, j'ouvre une petite parenthèse, en effet la Castiglione avait tenu un journal aussi, souvent en français, parfois en italien, et elle avait l'intention de commencer ses mémoires d'ailleurs aussi. Dans l'écriture, elle se glorifie en tant qu'œuvre d'art vivante, sans apparemment distance par rapport à son image de soi. Donc je cite très rapidement, juste pour que vous ayez le ton de ce journal en tête également. Le Père éternel ne savait pas quelle chose il créait le jour où il l'a mise au monde. Elle parle d'elle-même à la troisième personne, c'est assez intéressant aussi. Il la modela tant et tant, et lorsqu'il l'eut faite, il perdit la tête en voyant son ouvrage merveilleux. Il la laissa dans un coin sans lui assigner une place. Et puis on l'appela d'un autre côté. Quand il revint, il trouva le coin où il avait laissé vide. Fin de citation. À côté de cette divine comtesse, il existe une autre Castiglione qui continue de défier les convenances et sort du cadre du représentable selon l'imaginaire de son temps. Que dire de ses études de jambes, dévoilant les pieds et une partie des jambes de la comtesse? Comment interpréter le geste de remonter la robe jusqu'aux genoux sous le regard approbateur, faut-il se demander, du photographe? Rappelons à ce sujet que dès 1855, on assiste à une mode lancée par des danseuses de bastringue aux jupes retroussées qui se faisaient, elles, photographier dans des poses plus ou moins étudiées.
De là, l'audace a gagné les salons où certaines dames se promenaient en relevant le devant de leur robe, un petit peu comme la Joconde l'avait fait hier dans les images de Marc Desimo. Donc en relevant le devant de leur robe, ultime provocation aux yeux des esprits puritains. Jamais, ni les danseuses ni les dames de la cour n'allaient toutefois jusqu'à enlever leurs bas pour exposer les jambes perçues ainsi comme nues. Seuls les modèles d'artistes et les prostituées osaient braver cet interdit moral. La transgression de cette barrière à la fois sociale et morale par la Castiglione est d'autant plus intéressante que la fragmentation du corps constitue, dans ces années-là, un procédé qu'elle utilise sous diverses formes. Première forme, c'est le recadrage de son visage grâce à l'ovale d'un cadre, faisant ressortir l'œil droit agrandi, tel le punctum parthésien par excellence, et nous incite à lire cette photographie comme une métonymie du médium lui-même. C'est d'ailleurs cette image-là que Friso avait choisie pour la page couverture dans une histoire de la photographie. Le même procédé de fragmentation et de focalisation est mis en œuvre dans le cas des jambes encadrées. Ce sont toujours les jambes de la Castiglione. L'usage du miroir, je vous ai déjà projeté cette image-là, lui permet d'établir un jeu de regard avec le photographe et, par effet de ricochet, avec le spectateur. Le dernier usage du fragment est particulièrement intrigant du point de vue moderne. La comtesse transpose le genre pictural de la nature morte dans le domaine photographique, ce qui semble anticiper la pratique du photomontage inventée, comme on le dit la plupart du temps, par les avant-gardes russes et allemandes. Donc c'est une nature morte qui célèbre d'ailleurs son chien mort, parce que la comtesse avait voué un culte un petit peu immodéré à ses chiens aussi, beaucoup plus qu'à son fils Giorgio d'ailleurs. Après une grande diversité de travestissements, de mise en œuvre du corps et d'expérimentation photographique, la fragmentation du corps la plus déconcertante demeure celle où les jambes et les pieds sont photographiés d'en haut depuis la tête de lit. Tout se passe comme si la comtesse voulait regarder ses pieds depuis une nouvelle perspective. Au lieu de donner à voir le haut de son corps, notamment son visage, elle préfère montrer, une fois de plus, ses pieds et les demi-jambes dénudées, reposant sur un coussin en velours noir. L'ensemble donne l'impression d'un corps gisant, invisible parce que hors champ, qui serait allongé sur son lit de mort. Ce que je voudrais retenir des nombreuses vues de la Castiglione, dont j'ai projeté seulement une infime partie, je vous rappelle qu'il existe plus de 400 clichés, est l'originalité excentrique, au sens propre et figuré du terme, de sa démarche, qui consiste à explorer les limites d'une mise en théâtre de soi, moyennant la photographie, donc ce médium de la modernité. Ces autoreprésentations se situent au-delà de ce qui était imaginable de la part d'une aristocrate de son époque. La figuration de soi et de son corps atteint ses limites lorsque l'identité du sujet demeure mystérieuse, comme dans les études de jambes, les images à mi-corps, les négatifs sur lesquels elle appose des caches pour amincir sa silhouette, ou dans la série des roses, où elle exhibe la déchéance du corps humain, de sa beauté fanée. Acte 2, je me consacre maintenant, par quelques images, à son ancêtre, son admirateur, Robert de Montesquieu, Fezensac. Si la comtesse de la Pagerie voit dans le comportement de la Castiglione, je cite, des satisfactions d'amour-propre, et si le comte de Mauny la trouve, je cite à nouveau, très infatuée de sa supériorité dédaigneuse et hautaine, exprimant ainsi leur indignation face à l'outrecuidance de l'italienne, la plupart des commentaires d'autres contemporains de la comtesse soulignent l'aspect artistique de ses apparitions. Mais aucun n'égalera l'admiration que lui vouera Robert de Montesquieu, le dandy en posture d'héritier symbolique de la divine comtesse, qui est d'ailleurs le titre de l'étude monographique
qu'il lui a consacré en 1913. Il lui empruntera le pas en ce qui concerne les folles mascarades de la Castiglione pour les adapter à son propre désir de se déguiser, de jouer des rôles, de se mettre en scène. En 1901, il achètera les 434 photographies de la comtesse en vente à l'hôtel Drouot. Selon la perception de soi comme être infiniment raffiné, l'élégance des tenues vestimentaires et de certains accessoires, le choix et la couleur des matériaux en témoignent, comme dans ses fragments de main ornés de bagues, Montesquieu essaie d'emprunter le pas à son modèle. Là où la Castiglione ne disposait pour l'essentiel que de son corps comme scène et écran de projection, Montesquieu décide de recourir aussi à l'écriture. Il est, on le sait, l'auteur de plusieurs recueils de poésie, Les Chauves-souris, Le chef des odeurs suaves et ainsi de suite. Il est également l'auteur de romans qu'on ne lit plus du tout aujourd'hui, ou très très rarement, en fait, je ne sais pas si vous les avez lus. La petite mademoiselle, Les pas effacés, et lui, il a définitivement mis en œuvre également ses mémoires en 3 volumes. Comme la Castiglione, Robert de Montesquieu est à l'origine d'une iconographie aussi variée qu'abondante. En fait, un peu moins abondante parce qu'il n'existe que 189 clichés de ses mises en scène qui dévoilent immanquablement son sens esthétique de la mise en scène. Le dandy dépasse sa prédécesseur en réalisant un ensemble de 4 albums de photographies pour faire œuvre. Ces volumes rassemblent plus de 180 images soigneusement choisies, puis reliées. Le titre évocateur « Ego Imago », mes photographies, traduit bien le culte du moi qui restera longtemps sans pareil. On peut éventuellement jeter une passerelle vers la série des autoportraits de Claude Cahun, vers les Untitled Film Stills de Cindy Sherman ou vers le projet de Matthew Barney dans Crewmaster. Mais revenons au projet de Montesquieu. Sur plusieurs tirages, celui-ci ajoute de son écriture fleurie des annotations censées orienter la lecture qu'il propose de l'image. On y lit par exemple des légendes du genre « Son impertinence » ou « Sachant à qui je plais ». Basé sur une science des attitudes selon Philippe Thiebaud, science des gestes, de la voix et des postures, la théâtralité de Montesquieu est sans borne, même quand il s'intéresse à d'autres que lui. À propos d'une conférence sur Marceline Desbordes-Valmore, présentée par le comte en 1894, Maurice Barrès note dans le journal, je cite, « Mais comment une conférence avait-elle pu se muer en représentation théâtrale du comte ?» Donc visiblement, il avait plus parlé de lui-même que de la poésie de Desbordes-Valmore. L'incontestable souci du théâtral et du décoratif, il s'agit pour l'esthète d'embellir tout par l'artifice, est manifeste dans cette photographie qui nous ramène au cœur de mes réflexions sur ce que j'appelle dans le titre de ma communication les inquiétantes visions du corps. Encadré de quelques vers, j'aime le jade, couleur des yeux d'Hérodiade, et l'améthyste, couleur des yeux de Jean-Baptiste. La tête de Montesquieu gît dans un plat, comme les pieds de la Castiglione reposaient sur un coussin noir. Le sentiment d'un inquiétant autoportrait est à la fois atténué par l'air serein qu'affichent les traits de l'apôtre sacrifié et amplifié par le décor sacré. Constitué au premier plan d'un simulacre d'autel couvert d'un tissu au motif fleuri, l'arrière-plan est créé grâce à un autre tissu au motif oriental celui-ci, placé devant les volets fermés d'une fenêtre et feignant une profondeur de champ. Il est difficile de dire pour quelle raison autre que celle de sa fascination pour les arts du Moyen-Orient, pour quelle raison Montesquieu souhaite, dans ce cyanotype de 1885, établir une analogie entre lui et le baptiseur dont Salomé avait demandé la tête à Hérode. Mais j'en conclus 2 choses. L'esthète s'inscrit dans une série de mises en théâtre de soi mythologiques
Il s'était déjà déguisé en Aladdin, en Louis XVI ou aussi en chasseur de chauves-souris. Et cette image, quelque peu déconcertante, en constitue leur fête spectaculaire. Se comparer au saint martyr est synonyme d'un acte d'autoglorification, pour ne pas dire d'auto-mythification. Car loin de se concevoir en victime d'un jeu de séduction et de pouvoir, Montesquieu s'érige en mythe du goût exquis, et ce jusque dans les détails un peu morbides de ce montage de la tête coupée, d'un tissu de William Morris et de la calligraphie dorée. Pour conclure, la Castiglione et Montesquieu veillent à constituer de leur vivant leur legs mélancolique, composé chacun d'une panoplie de photographies réalisées avec le concours technique et parfois esthétique aussi de Pierson dans le cas de la comtesse, et celui de divers photographes, vous les avez lus j'imagine, donc de l'atelier Nadar, d'Otto Wegener, de Sartorio et de Van Bosch, en ce qui concerne le comte. Curieusement, les autoportraits les plus originaux de ce dernier sont restés anonymes. Donc il est absolument impossible de savoir qui a, par exemple, réalisé la prise de vue de Saint Jean-Baptiste à la tête coupée. Destinées d'abord à ses proches, les images de la Castiglione devaient figurer dans l'exposition universelle de 1900 sous le titre « La plus belle femme du siècle ». Ce rêve de la fin d'une vie ne pouvait se réaliser parce que la comtesse allait mourir en novembre 1999 et Pierson refuse donc d'exposer les images. Si Abigail Solomon Godot note que les très nombreuses poses chez le photographe et le culte dans son image traduisent chez la Castiglione la fétichisation en force de la beauté féminine sous le Second Empire, je transposerai ce constat sur le legs pictural transmis à la postérité par Montesquieu. Ils ont choisi le médium photographique en raison de sa capacité essentielle, le noème, dira Barthes, à maintenir la présence imaginaire, autrement dit spectrale, d'un être définitivement absent. Hormis la fétichisation primaire, les images photographiques relèvent d'une fétichisation secondaire, notamment du corps et de ses parties extrêmes, les pieds, les jambes, les mains et la tête. Le médium photographique a ceci de particulier, et François Arago y insiste en 1839, au moment de la défense du daguerréotype devant l'Académie des sciences. Il insiste donc que le médium photographie permet d'enregistrer un grand nombre de données, de classifier le passé, de faire des collections d'études. La Castiglione et Robert de Montesquieu ont, chacun à leur manière, je termine là-dessus, exploité les avantages de la photographie pour léguer leur image à la postérité, pour la sauver de l'oubli.